Monsieur le directeur, honorable juré, cher auditoire, opposants et camarades, bonjour. Mon souhait est que vous me prêtiez l'oreille et que vous daigniez faire usage de logique et de raison sans égocentrisme. Je suis sûre que dans cette salle parmi vous se trouve au moins une personne sexiste, que dans cet établissement, une ou trois, ou disons même 10 personnes matérialistes. Qu'à Marrakech, une vingtaine d'antisémites. Qu'au Maroc, des centaines d'anti-algériens et des milliers d'homophobes et de transphobes. Qu'en Afrique, des milliers d'élitistes. Que dans le monde, des millions de xénophobes, d'islamophobes, de racistes, de biphobes, de nipophobes, d'acéphobes et de judéophobes, et j'en passe. Amis, compatriotes, ne voyez-vous pas cette haine, cette violence qui règne dans notre monde? Le racisme toujours persistant malgré le fameux discours de Martin Luther King ou celui de Jacques Chirac. Le sexisme toujours existant malgré les discours d'Emma Watson ou ceux de la princesse Meghan Markle. L'homophobie malgré les parades et les manifestations que je qualifierais de civilisées faites chaque année. L'élitisme qu'en respire toujours. Je me demande alors si la violence n'est pas intrinsèque à la nature humaine. Dans un monde violent, on ne peut gagner démocratiquement que s'il en est violent. On remarque que dans cet énoncé, le mot violent est répété 2 fois. Alors commençons par définir le mot violence. La violence est une utilisation du pouvoir qui vise à contraindre un partenaire à se conformer à la volonté de l'autre. Il ne s'agit pas d'une perte de contrôle, mais plutôt, cher auditoire, d'une prise de contrôle, volontaire ou imposée. Et laissez-moi vous éclaircir quelques points avant de commencer notre débat, chers opposants. Il y a plusieurs formes de violence, et j'en cite la violence physique, psychologique et émotionnelle, verbale et sexuelle, économique et financière, sociale et spirituelle, et enfin la violence politique. Alors épargnez-nous vos prétendus arguments qui ne feraient que remâcher cette idéologie politicienne dont le but est de résigner les masses pour mieux les exploiter par des théories utopiques. Cher auditoire, la violence est licite lorsqu'elle s'oppose à une autre violence. Et dans le droit pénal, cela s'appelle de la légitime défense. N'est-ce pas démocratique de se défendre, de défendre ses biens et ses droits? N'est-ce pas démocratique? Et chers opposants, il y a un proverbe qui dit « When in Rome, do as Romans do ». Et si on projette ce proverbe sur notre sujet, on trouve, dans un monde violent, on ne peut que combattre à armes égales. Et détrompez-vous, nous ne défendons pas la violence. Mais il existe, c'est un fait. Oui, elle existe et c'est un fait que nous ne pouvons nullement nier. Autrement dit, c'est un mal nécessaire. Merci. Opposants, vous commencez votre intervention avec beaucoup de pessimisme. Les chenilles sont devenues papillons, des aiglons, des aigles qui volent le plus haut. Nos enfants et adolescents d'hier sont les jeunes d'aujourd'hui. Ce fut un honneur de vivre en votre compagnie pendant toutes ces années. Et pour cela, je tiens à remercier mon établissement qui nous a donné l'opportunité de débattre d'un sujet assez complexe. Mesdames et messieurs, bonjour. Par ceci, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne année 2019, pleine de joie, d'amour et de réussite démocratique qui ne se base surtout pas sur la violence. Dans un monde violent, on ne peut gagner démocratiquement que si on est violent. Violence, démocratie, ces 2 mots sont linguistiquement, juridiquement, politiquement, logiquement et mathématiquement incompatibles. Et c'est ce que nous appelons en littérature une contradiction. Je suis désolée pour vous, opposants, mais votre position est faussée d'avance. On ne peut jamais, au grand jamais, assembler une victoire démocratique à un outil violent. Je m'explique. L'utilisation de la force, l'agressivité, le déchaînement et l'agitation se situent complètement à l'opposé du terme démocratie, qui signifie, selon Mahatma Gandhi, je cite, la démocratie est l'assurance des mêmes opportunités des plus forts aux plus faibles. Seule la non-violence peut aboutir à ce but. Fin de citation.
Eh oui, mes amis, il n'y a pas de démocratie qui naît avec la violence. La démocratie est synonyme de liberté au sens large du terme. Terme qui s'oppose, terme qui va contre tout élan de la violence. Quand on repose sur la force plutôt que sur la persuasion, on n'est plus sur la démocratie, mais sur de l'autoritarisme. Rapport gouvernant-gouverné que nos adversaires essaieront désespérément de crédibiliser. Rapports qui chercheront aussi à associer à certains pays stables. Opposants, montrez-moi un seul pays où les politiques sont violentes et où il n'y a ni revendication sociale ni conflit politique. Je vous montrerai The Rolling Stones en train de chanter une chanson de Zined Daoudi. Et pour finir, épargnez-nous des exemples de pays dont la démocratie n'est qu'une théorie, comme le nôtre par exemple. Et focalisez-vous plutôt sur les endroits où toutes les conditions de la démocratie sont présentes. Merci. Chers opposants, alors tout d'abord, nous ne sommes pas pessimistes, nous sommes réalistes. Il y a une différence. Et en plus, je remarque comme une prétention dans vos propos, et je peux le comprendre, parce que, personnellement, au début, en lisant le sujet de ce débat, j'ai ressenti une sensation, j'étais désarçonné, voire usurpé par la nature de ce sujet. Je me suis dit que, voilà, la violence c'est quelque chose de mal, ça n'aboutit à rien, qu'il faut être pacifique et vivre en paix. Mais en fait, ma conception des choses était limitée, voire bornée par la vie quotidienne, par les simples relations que je mène avec mes camarades et mes amis, par la conception simpliste et candide de l'opinion d'un public passif, oisif et résigné. Mais en ouvrant mon esprit au monde de la politique, en me mettant dans la peau des politiciens ou d'un peuple qui ne bénéficie point de ses droits et qui vit dans la mesquinerie et la médiocrité, j'ai réalisé que la violence est une condition sine qua non pour gagner démocratiquement et pour s'approprier nos droits qui ont été marginalisés, voire usurpés par les gouvernements. Alors en ce qui me concerne, j'aimerais donner un exemple pertinent d'un politicien qui a atteint l'apogée de sa popularité durant ces dernières années et qui est à la tête du pays le plus développé du globe. Vous l'aurez sans doute deviné, je parle de Donald Trump. Pour gagner démocratiquement, c'est-à-dire dans ce cas-là, gagner les élections, le président américain n'y est pas allé de main morte. Il a donné des promesses qui se caractérisent par une violence flagrante, ce qui a attiré le peuple qui a sans doute saisi que sans cette violence, le pays ne pourrait guère aller vers l'avant. Et je vous vois venir en disant que cela n'a aucune relation avec le sujet d'aujourd'hui. Eh bien, ouvrez grand vos oreilles et déduisez vous-même. Promettre d'obliger le Mexique à payer et de bâtir un mur infranchissable afin de contrer l'immigration illégale. N'est-ce pas de la violence? Promettre d'expulser pas moins de 2 millions d'immigrants. C'est pas de la violence, ça? Menacer l'Iran et la Corée du Nord. C'est juste quoi si c'est pas de la violence? Eh bien oui, chers opposants, c'est de la violence. Et c'est ce qui lui a bel et bien permis de gagner les élections. Car voyez-vous, sans cette violence, l'USA ne serait guère dans la capacité de garder sa supériorité économique par rapport aux autres pays. Car oui, aujourd'hui, ce pays a atteint le paroxysme de son développement économique en comparaison avec les années précédentes. Merci. Si je comprends bien votre position, vous dites que dans ce monde atroce, plein de massacres et de tueries, que cette violence est sur la bonne voie, que cette violence est bénéfique pour l'humanité et encourage la démocratie. Dans un monde violent, on ne peut gagner démocratiquement. Pas besoin de terminer cette phrase, car elle est basée sur un grand paradoxe. Bien et mal, démocratie et violence. Heureusement que Platon a éclairé le monde avec la théorie de la grotte, en faisant la distinction entre l'homme savant et l'homme ignorant, symbolisant le monde comme une cave remplie de citoyens dans une obscurité absolue, suivant le cours de ce monde violent sans trouver de solution, alors qu'une fine partie recherche la lumière, définie comme la sagesse, la connaissance. Alors que, à travers l'histoire, cette minorité a inculqué, a imposé la loi du gagnant-gagnant et de l'équité pour nous tous.
Selon Gandhi, je cite, une victoire obtenue par la violence est momentanée, car la victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. Fin de citation. Ce grand politicien et philosophe qui a marqué le monde avec l'amour qui porte à la paix et à la sérénité, il a planté l'idée de la démocratie et a servi à un cours pour les pays qui ont su l'appliquer pour se développer et pour s'enrichir tout en respectant les autres et évitant les guerres. Suède, Norvège, Canada sont en tête de liste. Le Premier ministre norvégien, en entendant le mot violence, il a répondu sans réfléchir. Plus de démocratie, mais jamais de naïveté. Il a fait comprendre au monde entier que la démocratie n'est pas une arme de faiblesse, mais il a confirmé que la démocratie pourrait être une arme fatale, une solution majeure pour l'évolution de l'humanité sans avoir aucune perte. Merci. Pour la plupart d'entre nous, le monde actuel est en totale décadence. Tout va de plus en plus mal. Déjà, la promiscuité. 7 milliards d'humains sur Terre, ce qui fait de nous des antisociaux, des êtres dangereux. Je prends à titre d'exemple la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 50 millions de victimes. Et là, depuis jusqu'à maintenant, des guerres, des conflits. Ce besoin ne termine jamais. Que constatons-nous? La dégradation des valeurs de la société, l'émergence de la société de vices qui ronge nos sociétés, apparition de cruauté, racisme, hypocrisie, mensonge, manipulation. Mesdames et messieurs, dans un monde comme le nôtre, on ne peut gagner démocratiquement que si on est violent. Notre passé en est témoin, notre présent l'est encore plus. On prend l'exemple le plus flagrant, les événements que vit la France actuellement. Cette mobilisation, ou ce mouvement des Gilets jaunes, cette mobilisation est passée par 2 étapes essentielles. La première étape, dont 166 000 personnes sont bougées pour manifester, protester, demander de stopper, arrêter cette loi d'augmenter les taxes sur les produits énergétiques. Et là, dans une première partie, ces gens demandaient leurs droits d'une manière pacifique. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Une ignorance totale de la part du gouvernement et de la presse. Et dès que ce mouvement est devenu plus violent et a multiplié ses tâches émaillées de violence, tout le gouvernement bouge pour trouver des solutions. Chers opposants, je vous vois venir avec vos arguments, en train de dire que la violence est l'utilisation du pouvoir physique, de la classe sociale, des richesses matérielles pour arriver à des buts. Mais détrompez-vous. La violence est une arme qu'on peut utiliser sagement pour arriver à des buts bien définis. Vous avez parlé tout à l'heure de Gandhi, je parle de Machiavel, un grand monsieur qui a dit « Vaut mieux inspirer la peur pour arriver à des objectifs bien précis que d'inspirer de l'amour. » Mesdames et messieurs, je crois être bien clair. Pour arriver à des buts définitivement et démocratiquement, on doit être violent. Merci. À mon avis, vous êtes en train de perdre votre temps, car d'après votre position, je pense que vous êtes ici pour ne rien faire. Pourquoi débattre alors que vous pouvez nous attaquer, nous violenter et nous agresser, et vous allez gagner démocratiquement et avec violence? Je comprends pas. Hitler, ce fameux Hitler que vous avez défendu en citant les guerres et tout. D'accord. Hitler a pu gagner en utilisant la violence et en étant dictature, je vous l'accorde. Mais quand il a essayé d'inculquer ses valeurs de discrimination et de racisme en Norvège, il a échoué. La Norvège est l'un des pays les plus démocratiques. Et pourquoi à votre avis? Justement, parce qu'on ne peut jamais gagner démocratiquement en étant violent.
la répression contre son peuple et une violence à outrance. Tout ça pour nous sortir finalement, à mon sens, d'un culot démesuré. Nous sommes démocrates. Comment peut-on parler de démocratie dans des pays où les dirigeants ne protègent pas le citoyen, mais le terrorisent pour qu'il n'ouvre jamais les yeux et reste toujours motu bouche cousue, inoffensif et effrayé, vivant dans un monde irréel où il se croit libre et ayant une importance et des droits dans la société? Ce pauvre, dépourvu de son esprit critique depuis l'enfance, avec cette mémoire des ancêtres qui ne se souvient que des massacres contre les résistants. Bien évidemment, le mal au ventre ferme les bouches, mesdames et messieurs. Mais les politiciens violeurs de liberté des citoyens ne peuvent toujours pas crier aux victoires. Ils trouveront toujours sur leur chemin des jeunes très coriaces dans la défense de leur liberté. Des gens d'honneur qui luttent contre l'oppression et revendiquent leurs droits. Ils sont partout et il est impossible de les stopper. Dernièrement, dans le monde arabe, ils ont eu recours au stade qu'ils ont considéré comme leur nouvelle tribune politique. Les politicailleurs, violeurs de liberté, ont essayé encore une fois de régler l'affaire de leur façon et de fermer les bouches. Les protestants ont vu leur corps passer à tabac et leur dignité broyée à l'entrée, au cours du match et à la sortie. Mais devinez quoi? Leurs voix se sont multipliées, leurs chants et leurs messages ont été repris sur BBC, New York Times et Jazeera et j'en passe. Je pense que vous connaissez tous la chanson des Ultra-Razaouis Vbladi Dlmouni. Ils se sont emparés du 5e pouvoir et les politicards n'ont fait qu'amplifier la situation avec leur brutalité. Et peut-être ils ont déclenché le début d'un ras-le-bol populaire sans précédent. On ne peut jamais gagner démocratiquement avec violence, mes chers. Et cela ne s'applique pas seulement sur la politique ou le social, mais c'est aussi pour les mouvements qui visent la défense d'une cause ou d'un droit quelconque. Vous avez tous, sans aucun doute, entendu parler des Gilets jaunes. Gilets jaunes qui, lors de leur début, ont reçu le soutien de 70% des citoyens français. Mais après leur dernier mouvement, violence et dégradation ont été au rendez-vous. Préfecture incendiée, Arc de Triomphe saccagé et plusieurs magasins sur les Champs-Élysées pillés. Les Gilets jaunes n'ont pas seulement décrédibilisé leur mouvement aux yeux des Français, mais ont aussi refroidi les touristes français qui voulaient visiter la France. D'après le directeur général d'Atout France, les arrivées aériennes internationales à Paris ont diminué de moins 5% à moins 10% en décembre. Défaite économique, défaite démocratique, appelez-la comme vous voulez. Sérieusement, chers opposants, vous niez la violence démocratique, niez l'armée tant que vous y êtes, armes, fusils, militaires. N'est-ce pas de la violence? N'est-elle pas démocratique? Sinon, vous êtes en train de nier un des piliers les plus importants de tout pays existant. Et par ce, votre intervention, Monsieur Hamdi, a été contrée. Par ailleurs, chers amis, je voudrais tout d'abord évoquer un personnage historique connu pour son célèbre discours « I have a dream ». Vous l'avez certainement deviné, il s'agit bel et bien de Martin Luther King. Ce dernier militait sans violence contre la ségrégation raciale et pour les droits de son peuple noir. Hélas, on a répondu à ces discours pacifiques par un acte d'extrême violence, celui de son assassinat, ce qui provoque une vague de violence sous forme d'émeutes raciales dans 60 villes des États-Unis et qui ont fait de nombreux morts et ont nécessité l'intervention de la garde nationale. Et c'est par cette réponse à la violence, par la violence, que le président Johnson déclare un jour de deuil, le premier pour un Afro-Américain. Figurez-vous que à l'époque, on pouvait lire sur les pancartes des cafés interdits aux chiens et aux noirs. C'est alors que pendant la même année, des professeurs admettent d'améliorer la place des noirs et des minorités dans l'enseignement.
C'était le début du mouvement politiquement correct. Et les tensions raciales s'apaisent peu à peu. Si le rêve de Martin Luther King a pu voir le jour, en ce qui nous concerne, nous pouvons retenir que la réponse à cette violence nous pouvons retenir que la réponse de son peuple contre la violence qui lui a été infligée est totalement démocratique, voire même raisonnable et légitime. Je ne crois pas, en toute franchise, que le peuple afro-américain pouvait réaliser le rêve de son leader Martin Luther King par une démarche complètement pacifique et sans violence. À notre sens, la violence a une raison de la violence. Nous pouvons ainsi citer plusieurs autres exemples qui prouvent une expression qui découle de la loi de Talion, je cite, « œil pour œil et dent pour dent ». Fin de citation. Cela peut paraître révoltant pour certains crédules qui sombrent dans l'utopie d'un monde où la démocratie effective règne. Mais pour des réalistes éveillés, la démocratie n'est qu'une démagogie qui se légitime la violence pour dominer et asseoir son pouvoir. Quand un pouvoir use de la violence, en principe, il s'avère justifiable que le peuple, en légitime défense, combatte à armes égales. Merci. Opposants, arrêtez s'il vous plaît de parler vaguement et recadrez votre sujet. Et si vous parlez de réalité, présentez-le à nous en vue du concret. Cher auditoire et chère assemblée, sur des paroles de Francis Bacon, j'entame mes propos. Celui qui rend violence pour violence ne viole que la loi. Notre homme nous résume le tout. Mais laissez-moi quand même vous démontrer ça davantage. Nous étions tous témoins de différentes situations où deux de nos camarades se sont opposés et qui ont usé de violence pour résoudre leur conflit. Ma question pour vous opposants est la suivante. La violence a-t-elle résolu leur problème ou se sont-ils enfoncés davantage dans ce problème-là? La réponse est claire et vivante, puisque la situation et la scène s'est déroulée devant nos yeux il y a de cela quelques semaines. Mais c'est avec une décision d'élèves qui ont décidé de résoudre ce problème-là et qui sont allés présenter des arguments forts, sans violence, avec une grande démocratie, qu'ils ont pu résoudre leur conflit. Opposants, vous défendez une thèse que la plupart de nous ici présents trouvent révolue et illogique. Prenons juste l'exemple de cas de femmes violentées par leur mari. Selon vous, si elle le violente aussi, elle a gagné. Peut-être qu'elle gagnera quelques coups supplémentaires. Et des bleus de part et d'autre, vous avez raison. Mais est-ce que le couple réussira-t-il vraiment à revivre dans la sérénité et dans le respect censé exister? Opposants, laissez-moi juste vous parler de quelque chose qui vraiment m'attire beaucoup. Une marche verte qui nous a enfoncé le cœur, qui nous a rendu des citoyens fiers de notre Maroc en 1975, un événement sans précédent. Plus de 350 000 personnes se sont rassemblées démocratiquement et qui ont décidé de libérer tout un territoire, soit le Sahara, et qui ont réussi sans actes violents et sans revendications agressives. Chère audience, si on veut gagner démocratiquement, on ne doit jamais user de violence. Si on veut gagner démocratiquement, on doit penser, réfléchir et argumenter, chers opposants. Et démocratie et violence. D'ailleurs, ces deux mots ne sonnent même pas bien dans nos oreilles. N'est-ce pas, chers opposants? Merci. Je voulais parler de la marche verte. La marche verte, c'est une violence internationale. 1, 2, 3, 4, 10, 20. Ah, comme c'est réjouissant de voir plus d'une vingtaine de femmes présentes dans cette salle en train de bénéficier de leurs droits acquis démocratiquement, grâce à une grande lutte pour leurs droits légitimes. Un combat qui a duré des décennies. Une bataille qui n'a pas manqué d'actes violents.
Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais puisque je suis une grande fan de l'histoire, je serais ravie de vous rappeler quelques événements marquants dans l'histoire de la femme, de mon histoire et de votre histoire à vous, femmes. Vous voulez du concret? Eh bien, le voici. Commençons par le Moyen-Âge, de 1412 à 1430, où la France a connu sa victoire contre l'Angleterre grâce à une paysanne ignorante de 18 ans, Jeanne d'Arc. Cette femme légendaire n'a été reconnue dans les domaines politiques, littéraires et religieux que grâce à sa force et au... Je suis désolée. Cette femme légendaire n'a été reconnue que grâce à sa force et aux exploits militaires de la guerre de 100 ans. Et ainsi devenue le symbole de la France, le symbole de la fraternité, de l'égalité et de la liberté. Du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, précisément la Révolution française, le 5 octobre 1789, la marche des femmes de Paris à Versailles. Une foule composée majoritairement de femmes, armées d'épées et d'armes à feu, pour réclamer du pain à Louis XVI, qui contraint répondit favorablement à cette demande. Des réclamations violentes pour réclamer des droits légitimes et vitaux. En 1848, les Vésuviennes, femmes parisiennes qui avaient pris les armes de la Révolution de 48, revendiquant une constitution politique des femmes, le port du pantalon et l'accès à tous les emplois civils, publics, religieux et militaires. Sans oublier qu'en 1860, au Royaume-Uni, les suffragettes britanniques ont commencé à mener un combat d'envergure pour avoir le droit de vote. Ainsi qu'en Chine en 1912, les femmes chinoises envahissèrent le nouveau Parlement. Les événements de mai-juin 1968, ou plus brièvement mai 68, désignent une période durant laquelle se déroulent en France des manifestations d'étudiants, des grèves générales et violentes qui malheureusement entraîna la perte de plusieurs personnes, mais a abouti à l'acquisition de plusieurs droits, soit sur le niveau politique, économique ou social, et à la création du MFL, le mouvement des femmes libres. Et en 2012, ce qui veut dire plus récemment, une campagne sous le nom de Free the Nipples a été créée. Ce mouvement qui soutient le fait qu'il devrait être légalement et culturellement acceptable à la femme de montrer ses tétons en plein public. Ce mouvement qui a été qualifié de violence visuelle, et je le redis, violence visuelle, a été qualifié de violence visuelle, et par conséquent le toplessness est devenu légal dans plusieurs pays. Bref, c'est grâce à une suite de luttes, violences, que la femme a obtenu la reconnaissance et ses droits. Et grâce à la violence que nous, femmes, nous retrouvons ici, d'une façon démocratique, imposée par la force. Merci. Chers opposants, je crois que vous êtes un petit peu hors du sujet, hors de votre position. Si je reformule votre thèse en la comparant à une citation aussi absurde, aussi ironique que la vôtre, je dirais, je cite, dans le monde des fous, tous les fous sont sains d'esprit. En disant que les fous et les violents sont sur une bonne voie, et c'est comme ça qu'on va évoluer, qu'on va rendre notre monde mieux que ce qui est maintenant, je ne crois pas que c'est une solution. Petite confidence, j'ai consacré toutes mes nuits, pendant 5 ans, pour une seule passion, les séries télévisées. J'adore ça, je crois que ça a changé quelque chose en moi. Et j'en ai appris beaucoup de choses, notamment d'une part économique, politique, sociale. La dernière que j'ai regardée, c'est The Peaky Blinders. Les années 20, Londres. La mafia Shelby essaye de s'imposer dans le pays, tout en utilisant la violence. La série montre que malgré les progrès, la violence a ses conséquences, des meurtres, des pertes qui n'ont même pas eu lieu. Les Shelby justifiaient toujours leurs actes violents comme démocratiques.
Et c'est ça le plus grand malheur. Parce que, étrangement, cette série m'a rappelé les États-Unis, un pays qui se proclame démocratique et qui utilise la violence et pourrait déclencher des guerres. Et il s'en fout des pertes d'humains, d'enfants, d'hommes et femmes. Pourquoi? Juste pour du pétrole de l'Irak. Alors, chers opposants, appelez ça démocratie ou amour tant que vous y êtes. Parce que vous semblez comme si vous êtes aveuglés tout au long de votre vie scolaire ici. Comme on le sait tous, l'établissement El Araki a la démocratie comme pilier et n'a jamais laissé aucun acte de violence impuni et nous a fait ressentir l'égalité entre chacun de nous. La démocratie pourrait être une solution majeure pour l'évolution de ce monde et rendre ce monde d'aujourd'hui violent à un monde meilleur de demain. Merci. Alors, chère Naïla, d'abord, selon Philippe Resnick, vous pouvez pas faire l'histoire sans la participation directe et violente du peuple. C'est cela la démocratie. Hamdi, tu as parlé de démocratie, que c'est une solution pour plein de problèmes. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le rapport démocratie-violence et non pas démocratie. Et Aya, tu as dit que, j'ai failli oublier. Tu as dit que la démocratie, tu as parlé du fait de vous attaquer ou d'utiliser la violence avec vous, je sais pas quoi. Mais on est dans le domaine, on parle de la violence dans le domaine de la démocratie, non pas dans le domaine de la vie quotidienne. Bref, mesdames et messieurs, s'il y a bien une déduction avec laquelle vous devez sortir aujourd'hui, c'est que la vie politique est d'une différence exorbitante par rapport à la vie quotidienne. L'être humain n'est pas un être parfait, qui pense toujours au bien-être et à la sérénité des autres. Et je parle des politiciens, surtout qu'avec la pression qu'ils subissent pour maintenir un niveau économique relativement élevé et pour rester en phase avec les grandes puissances mondiales, ils tendent à sacrifier quelques droits du peuple. Ce dernier, au cas où la communication et le dialogue ne se montrent guère suffisants, se trouve dans l'obligation d'avoir recours à la violence, que ce soit via manifestation, boycott et j'en passe. La violence est donc quelque chose de fondamental dans la démocratie. Et on peut le constater grâce au fait que la manifestation, qui est indubitablement, dans certains cas, une forme de violence, est un droit donné au peuple des pays les plus démocratiques. Une manifestation dans les limites, bien sûr, mais souvent, le peuple se trouve dans l'obligation de manifester violemment pour se faire entendre. Pour faire une analogie, les citoyens ne sont pas comme des enfants, ayant pour obligation de demander à leurs parents s'ils peuvent organiser un goûter chez eux. Ce n'est pas un système d'autorisation, c'est un système de déclaration. On est plus proche de la situation où, alors que vous prévoyez une fête chez vous, vous mettez un petit mot dans le hall d'entrée pour prévenir les voisins. Ça va faire du bruit, ça va gêner, mais c'est votre droit. Vous avez le droit d'avoir recours à la violence si vous ne voulez pas vous faire bouffer par le gouvernement. C'est ça la démocratie. Demos, kratos, peuple, pouvoir. Le peuple fait ce qu'il veut et décide ce qu'il veut. Et si le gouvernement s'y oppose, il se doit de montrer ses dons et d'avoir recours à la violence. Finalement, chère audience, malgré le fait que, quand je cite le mot violence, cela implique dans vos têtes, agressivité, usage de la force, déchaînement et animosité, celle-ci est indispensable dans la vie politique et démocratique. Sans elle, la femme n'aurait pas pu avoir ses droits. Le peuple français n'aurait pas pu arracher ses droits grâce à la pression des gilets jaunes sur le gouvernement Macron. Le prolétariat ou la classe ouvrière n'aurait pas pu avoir leurs droits et aurait demeuré piétinés et manipulés par la classe capitaliste. Sans parler de la guerre de sécession, chers opposants, qui grâce à elle, on a aboli l'esclavagisme. Donc oui, chers opposants, la violence est quelque chose d'indispensable dans la démocratie.
Alors, face à l'opposition, au manque d'écoute, à l'injustice, à la répression, à l'humiliation, il est naturel, normal, voire humainement légitime que la violence apparaît en nous comme moyen ultime de dire assez. Merci. Opposant, je suis vraiment désolée, mais vous êtes 1000 fois hors sujet. Vous êtes en train de défendre notre position d'une façon différente. Premièrement, la marche verte, ce n'est pas une guerre internationale. Par contre, c'est un signe de paix. C'est reconnu partout dans le monde. Deuxièmement, Monsieur Nagy, parfois, le monde est violent et c'est une réalité. Parfois, vous parlez que vous ne défendez pas la violence. Vous vous contradissez beaucoup. Je vous comprends pas. Je suis vraiment désolée. Notre débat touche à sa fin. Et je tiens à vous rappeler que tout au long de ce débat, on vous a montré qu'on ne peut jamais, au grand jamais, gagner démocratiquement en étant violent. Passons par l'histoire, la politique, le sport et le social. La violence est la perte de sens. La destruction est la perversion de l'humain. Elle se situe à l'opposé de la raison. La violence est ce qui prive ma vie, mon humanité et mon histoire de sens. C'est elle qui détruit la parole raisonnable. Par contre, la non-violence est tout à la fois une stratégie, une sagesse et je sais pas quoi, c'est magnifique comme tout en ayant cette valeur de la non-violence. C'est plus qu'une valeur, c'est une méthode d'action. Il est à la fois une affirmation de sens et une recherche d'efficacité. C'est elle la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de l'animal. Il faut étudier les expériences non violentes qui ne se résument pas à Gandhi ou Martin Luther King, comme ce que mon camarade avait cité. Je pense en particulier à Solidarność et le laboratoire antitotalitaire polonais. Solidarność n'avait pas les moyens de la violence. Et quand le mouvement y a eu recours, ça s'est retourné contre lui. Plutôt que l'affrontement frontal du pouvoir, Adam Michnik et Lech Walesa ont opté pour la construction d'un pouvoir pour le citoyen. Et c'est cette stratégie du corps qui a été la base de la révolution antitotalitaire de 1989. Chers opposants, il est impossible de gagner démocratiquement en étant violent. Et cela ne s'applique pas seulement sur les mouvements ou la politique comme ce qu'on avait cité avant. Déjà, avant tout, on doit parler de Martin Luther King, non pas comme ce que vous l'avez cité, parce que lui, c'est hors sujet, ce n'est pas en votre faveur. Martin Luther King, il défend la non-violence, pas la violence. Et vous, votre position, c'est dans un monde violent, on ne peut gagner démocratiquement que si on est violent. Vous êtes pour, vous n'avez pas à manipuler votre position. La paix ne se résume pas à l'absence de guerre. Il faut savoir définir positivement ce que nous voulons. Entre le désordre établi de la société réelle et l'ordre utopique de la société parfaite, il y a tout un espace où nous devons construire la démocratie. Et c'est le seul projet qui est véritablement révolutionnaire. Non pas une démocratie populaire où le citoyen est une réalité abstraite, mais plutôt une démocratie populaire et citoyenne. Vous savez, dès lors, promouvoir et défendre la démocratie dans des sociétés, c'est avant tout lutter contre les idéologies productrices de discrimination et de racisme, comme le nationalisme, la xénophobie, l'intégrisme, le libéralisme et surtout la violence. Pour clore ce débat, je cite l'une des citations les plus célèbres de Martin Luther King. La non-violence, est une arme puissante et juste, qui tranche sans qu'il blesse. Elle ennoblit l'homme qui la manie, et c'est elle une épée qui guérit. Fin de la citation. Donc, s'il vous plaît, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Car effectivement, on peut gagner démocratiquement sans violence. Insistons sur le développement de l'amour, la paix, la compréhension et la gentillesse. Et le reste nous sera offert. Car effectivement, votre position, elle est faussée d'avance. Pour finir, je tiens à vous rappeler que face à la roche,
le ruisseau ne l'emporte toujours jamais. Non, ne l'emporte toujours. Pardon, je m'excuse. Face à la roche, le ruisseau ne l'emporte toujours. Pardon. Face à la roche, le ruisseau ne l'emporte toujours pas avec la force, mais avec un peu de persévérance. Merci.